Le rapport de la Cour des comptes sur la détection de la fraude fiscale des particuliers lui a été demandé par la consultation citoyenne organisée en 2022. La fiscalité des particuliers, c'est environ 160 milliards d'euros de recettes fiscales par an. L'impôt sur le revenu en constitue un peu plus de la moitié et l'autre moitié est composée de taxes foncières, des impôts sur les successions, les donations et sur la fortune. Dans ce rapport, la Cour s'est intéressée à la détection de la fraude fiscale, c'est-à-dire à l'ensemble des opérations qui cherchent à identifier les incohérences dans les déclarations des contribuables en amont du contrôle fiscal. Car c'est seulement lors d'un contrôle fiscal formalisé qu'on peut conclure qu'il y a eu fraude ou pas. Et c'est d'autant plus important que le mot fraude est souvent utilisé de manière trop générale. Selon la loi, il n'y a fraude que si c'est intentionnel. Il faut donc bien distinguer la fraude des erreurs, de l'évasion fiscale et des problèmes de recouvrement. Il y a 3 messages principaux dans le rapport de la Cour sur la détection de la fraude fiscale des particuliers. Le premier, c'est que contrairement à de nombreux pays, la France ne dispose d'aucune estimation de la fraude fiscale, que ce soit celle des entreprises ou des particuliers. Il est même impossible d'en donner un ordre de grandeur. On ne sait pas et on ne peut vraiment pas savoir si la fraude des particuliers, c'est 5 milliards d'euros, 15 milliards d'euros ou 30 milliards d'euros. Tout ce que l'on sait, c'est que les contrôles fiscaux ont ramené environ 15 milliards d'euros dans les caisses publiques en 2022. Devant ce constat, la Cour recommande de mener à bien rapidement les travaux statistiques nécessaires pour y voir plus clair. Le deuxième message du rapport, c'est que depuis une dizaine d'années environ, la Direction générale des finances publiques, c'est-à-dire le fisc, a déployé une stratégie de traitement des données ambitieuse, mais dont l'efficacité est encore difficile à mesurer précisément. Depuis longtemps, la programmation des contrôles fiscaux reposait sur les plus gros contribuables en termes de revenus et de patrimoine. Mais il y a eu une révolution technologique au cours des 10 dernières années. La quasi-totalité des procédures fiscales, en effet, a été numérisée et le volume des données à disposition de la DGFiP a beaucoup augmenté. Le fisc a alors développé des outils de traitement automatique des données pour relever des anomalies et des irrégularités dans les déclarations. Ces traitements sont potentiellement intrusifs. On a donc créé, en contrepartie, de nouvelles dispositions pour protéger les droits des contribuables. Ainsi, le croisement des données en masse peut être utilisé comme outil d'aide au contrôle, mais ne peut en aucun cas conduire à caractériser automatiquement une fraude. Aujourd'hui, près de 30% des contrôles fiscaux en France sont issus du croisement des données en masse, et l'administration fiscale pense atteindre les 50% d'ici à 2027. Mais l'efficacité de ces outils reste difficile à mesurer pour 2 raisons. Tout d'abord, faute d'estimation de la fraude, il est impossible de dire quelle proportion de la fraude réellement commise est détectée, et si cette proportion a augmenté avec l'usage des nouvelles technologies citées plus haut. Par ailleurs, la proportion des contrôles fiscaux sur des particuliers qui aboutissent à un rappel d'impôt est aujourd'hui d'environ 55%. C'est un taux qui est élevé, mais qui ne progresse pas beaucoup depuis 2018. Et là non plus, on ne peut pas conclure pour l'instant à un saut qualitatif grâce à la révolution technologique. Le troisième message de la Cour est donc qu'il ne suffit pas de mettre en place des outils technologiques, mais qu'il faut aussi les intégrer dans une stratégie plus transparente et plus formalisée de détection de la fraude fiscale des particuliers. Plusieurs logiques peuvent orienter l'action en matière de détection de la fraude. On peut par exemple cibler systématiquement les gros contribuables, c'est ce qu'on faisait auparavant, ou contrôler des dossiers sélectionnés de manière aléatoire, ça on l'a jamais fait. Mais dans les 2 cas, il y a un risque de consacrer beaucoup de moyens à des dossiers majoritairement réguliers. Le contrôle fiscal peut aussi reposer sur une analyse de risque pour maximiser son rendement. Avec les outils de détection actuels, c'est cette logique qui est mise en œuvre. Le problème, c'est que l'administration fiscale est réticente à expliquer ces logiques et à communiquer sur les critères de déclenchement d'un contrôle fiscal. La formalisation d'une stratégie plus structurée et plus transparente de détection des irrégularités fiscales permettrait de répartir les moyens affectés au contrôle en fonction d'objectifs clairement formulés et d'en évaluer ensuite la pertinence. Le plan national antifraude présenté par le gouvernement en juin 2023 constitue une opportunité pour cela. Et le rapport de la Cour formule 6 recommandations en ce sens. Ainsi, alors que le débat public laisse parfois place aux approximations voire aux contre-vérités, la Cour conclut qu'il est de la responsabilité de l'administration fiscale d'expliquer qui elle contrôle et pourquoi, en vertu de quels risques et avec quel équilibre entre la puissance des outils technologiques à sa disposition et la protection des droits des contribuables.